Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo. Tchin tchin. On se retrouve donc aujourd'hui pour un gros point lecture qui va être en fait le bilan de toutes mes lectures du mois d'octobre 2023. J'ai 12 livres physiques à vous parler et je pense que j'en ai en numérique, donc je vais tout de suite commencer par les lectures numériques, car sinon je risquerais de les oublier. En premier lieu, ça va être très rapide, j'ai lu La Sherazade des pauvres de Michel Tremblay aux éditions Actes Sud. C'est un roman qui est sorti pour la rentrée littéraire, qui est très court, je pense à peine une centaine de pages. C'est en gros un jeune journaliste qui vient interviewer une ancienne drag queen du Montréal, une drag queen qui a eu ses heures de gloire dans les années 70 je crois. Et donc le magazine Fugue, qui est l'équivalent du Tétu français au Québec, souhaite réaliser un portrait de cette drag queen qui n'a jamais voulu raconter sa vie. C'est un peu dans la même veine que Hygiène de l'assassin de Amélie Nothomb, où on va être avec cette drag queen qui est beaucoup moins antipathique que le personnage d'Hygiène de l'assassin, mais qui a non plus pas très envie de coopérer avec le jeune journaliste. C'est la confrontation de deux époques, la confrontation de deux sociétés dans laquelle l'homosexualité était vécue tout à fait différemment. Les années 70 où c'est un peu la libération sexuelle, la révolte sexuelle, etc. Et les années 2020 qui sont quand même un peu plus prudes, un peu plus puritaines, malgré les avancées sociales et sociétales qui se sont faites. J'ai beaucoup aimé. Le seul truc que je regrette un peu, c'est qu'en fait, je crois que le personnage de la drag queen intervient dans plusieurs romans de Michel Tremblay. Moi, c'était la première fois que je le lisais, donc j'avais pas toutes les infos, mais je crois qu'il y a au moins un, si ce n'est deux romans, ou pièces de théâtre même, de Michel Tremblay, dans lequel cette drag queen intervient. C'était vraiment une très chouette lecture, vraiment c'est très court, ça se lit très vite. Je l'ai lu en une soirée parce que j'étais vraiment pris dedans. Il y a je crois au total 4 ou 5 chapitres, en fait le journaliste revient 4 ou 5 fois chez la drag queen et au fur et à mesure elle se confie de plus en plus parce que il commence à se connaître, etc. C'est frais, c'est mignon et en même temps c'est intelligent, c'est tout ce que j'aime dans la littérature. Je ne vois absolument pas le retour, je ne sais pas, c'est peut-être pas plus mal hein, mais en fait je suis totalement face à la fenêtre et il y a du soleil donc je ne vois rien du tout. J'ai également fait une autre courte lecture en numérique, L'été de la sorcière de Kao Nashiki, publié chez Piquier. Pour l'instant c'est disponible qu'en grand format, mais je crois que le livre poche sortira au mois de janvier. L'été de la sorcière, en fait c'est l'histoire d'une petite fille qui souffre de phobie scolaire, elle se sent pas très bien dans son école, elle ne veut plus y aller, et donc je sais plus exactement comment ça se passe, si c'est sa mère qui lui propose ou si c'est elle qui demande, mais en tout cas elle va aller passer plusieurs mois chez sa grand-mère, dans une petite bicoque à la campagne, paumée au milieu de rien, où il y a juste un voisin. Et cette grand-mère, on l'appelle la sorcière de l'Est, parce qu'elle arrive à guérir grâce au simple, elle arrive à vivre une vie assez ascète et faite de frugalité dans la nature, etc. J'ai beaucoup aimé, je sais qu'on l'a fait en lecture commune en fait sur le Patreon de Cornelius, sur le Discord de Cornelius. Certaines personnes ont reproché un côté un peu trop développement personnel dans cette lecture, dans le sens où c'est vrai qu'on prône la vie douce, the slow life, où voilà, on cultive soi-même son jardin, on fait des petites tisanes, on fait à manger, on prend le temps de faire à manger et de savourer ce qu'on cuisine. C'est vrai que c'est un peu le cas, pour autant j'ai pas trouvé qu'il y avait des gros sabots, que c'était pas non plus des injonctions pardon, à cette vie douce. On ne nous disait pas vraiment il faut faire comme ça, c'était voilà, c'était instillé, peut-être un peu trop pour certains. Pour ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le seul truc que je regrette, encore une fois, avec cette lecture, c'est que le bouquin est composé de 4 parties, une très grosse partie de... Enfin, très grosse. Une partie qui fait 150 pages, et 3 autres petites parties de 10 ou 20 pages chacune. En gros, c'est comme s'il y avait 4 chapitres, un qui faisait 75% du roman, et les 3 autres qui composent les 25 derniers pourcents. Les 3 derniers chapitres, en fait, sont des ajouts de l'autrice pour une réédition. Je crois 10 à 15 ans plus tard, le bouquin a été réédité, et l'autrice a rajouté ces 3 chapitres. Ce que je trouve regrettable, parce qu'en fait, la fin de la première partie, au bout des 75%, il y a quand même quelque chose de très fort, très dur, assez émotionnel, qui clôt totalement le bouquin, vu que c'était la fin originale du livre. Et les 3 ajouts qui ont été faits sont des choses qui auraient pu être intégrées dans le roman. Alors je sais pas si dans le cadre d'une réédition, elle aurait pu justement les remettre au milieu du roman et pas à la fin comme ça a été fait. Pour autant, c'est des choses qui chronologiquement se passent avant et qui n'auraient posé aucun problème s'ils avaient été intégrés directement dans le récit. J'ai trouvé que ça m'avait un peu cassé parce qu'on vit cette histoire assez importante et ensuite on nous raconte ces 3 petites histoires, ces 3 petits chapitres supplémentaires qui sont beaucoup plus légers que la fin du bouquin, donc un peu déçu de cet ordre et de cette construction, mais sinon une très très bonne lecture, parfaite pour l'automne, parfaite pour
un dimanche après-midi avec un petit thé ou un café. J'ai l'air d'un putain de cliché quand je dis ça, mon dieu. Ceci n'est pas une lecture numérique, mais un emprunt que j'ai rendu, J'ai lu Les Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, le tome 2, donc les carnets de Cornelius. J'ai beaucoup plus apprécié ce tome 2 que le premier tome, je crois que j'en ai déjà parlé sur la chaîne du premier tome. Là, on retrouve donc le renard qui, dès le début du roman, se fait spolier sa librairie. En gros, quelqu'un débarque avec un acte de propriété et lui dit « Cette librairie n'est pas à toi, mais elle est à moi ». On va essayer, avec Cornelius Renard, de faire tout pour récupérer cette librairie. C'est un peu le même schéma narratif que dans le tome 1. Dans le tome 1, on essayait de retrouver les souvenirs de la taupe et du coup, on se baladait à la recherche de personnes que la taupe avait côtoyées. On se balade également dans la forêt de Belle-Écorce à la recherche de preuves qui montreraient que la librairie est bien au renard et non au loup qui vient de lui voler sa librairie. J'ai beaucoup plus apprécié ce tome 2 que ce tome 1 parce que j'en attendais beaucoup moins. Le tome 1, j'avais d'énormes attentes car il avait été vraiment plébiscité. J'avoue que du coup le tome 2, je m'y étais pas vraiment intéressé. Probablement qu'il a été tout autant plébiscité que le tome 1, mais comme mes attentes étaient beaucoup plus basses que à la lecture du tome 1, j'ai plus apprécié. Pour autant, je trouve toujours que ça reste voilà, une petite lecture sympathique, mais pour des enfants de 6 à 9 ans, et c'est pas vraiment ce que moi je recherche. J'ai pris du bon temps à le lire, mais je ne m'en souviens pas outre mesure. Et enfin, comme dernière lecture numérique, j'ai lu Comme des fleurs d'amandier ou plus loin de Mahmoud Darwish aux éditions Actes Sud, qui est un recueil de poésie par l'auteur Mahmoud Darwish, qui est un auteur palestinien. Je ne veux pas parler de la situation israélo-palestinienne ici, mais les mots de Mahmoud Darwish ont été pas mal repris et partagés sur les réseaux sociaux. C'est un auteur que j'avais envie de découvrir depuis très longtemps car il est disponible dans la collection Gallimard, les poches, je crois que c'est chez Gallimard, les poches de poésie, enfin bref. Dans cette collection de poésie que j'aime beaucoup, je ne l'ai pas trouvé quand j'ai voulu le chercher, donc je me suis dit je vais me le procurer en numérique pour commencer. Je me suis donc procuré ce recueil qui était, ma foi, magnifique. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de la poésie de cette manière et qui me touche aussi fortement. Le roman, enfin le recueil est divisé en plusieurs parties. Je crois qu'il y a une partie qui s'appelait Toi, Moi, Elle, Lui, et après 4 chapitres sur l'exil. Donc vraiment 2 thématiques plutôt différentes. Tout ce qui est Toi, Moi, Lui, Elle, c'est de la poésie surtout en lien avec l'amour, en lien avec les relations entre un homme et une femme, qui était très douce. On a vraiment une poésie qui est juteuse, qui est pleine de sens sémantiques, mais également de sens, les 5 sens, olfactif, visuel, bah non c'est olfactif, visuel, ouais bref, vous avez compris les 5 sens quoi, vous les connaissez. Toujours est-il que j'ai adoré cette poésie et que la poésie sur l'exil est évidemment magnifique. Magnifique autant qu'elle est triste et autant qu'elle résonne actuellement. Mahmoud Darwish est décédé en je sais plus quelle année. Ces mots ont toujours un poids, ces mots sont toujours aussi puissants. Malheureusement, la situation est toujours la même, si ce n'est pire à l'heure actuelle. Donc je pense que c'est nécessaire de lire cette poésie et c'est témoin de la production littéraire palestinienne qui est à mon avis trop méconnu en France et partout dans le monde d'ailleurs. C'était donc tout pour les lectures qui ne sont plus en ma possession. Maintenant, il faut passer à la grosse pile de livres. Plus loin que l'hiver de Isabelle Allende. J'ai beaucoup aimé, je crois que j'en ai déjà parlé en vlog, il me semble. C'est la première fois que je découvre cette autrice et sûrement pas la dernière. J'ai très envie de lire La Maison aux Esprits. Alors j'avais acheté celui-ci parce que le résumé me donnait très envie. On est avec 3 personnages qui ont des antécédents et des parcours de vie totalement différents. Une jeune guatémaltèque qui a émigré aux États-Unis de façon illégale, oui, effectivement, de façon illégale, pour fuir la mafia guatémaltèque qui en voulait à sa famille. On va être avec un autre personnage, une femme qui a 60 ans, qui elle a émigré de façon légale aux États-Unis au moment du coup d'état de Pinochet et donc de la destitution et de l'assassinat, je crois d'ailleurs, du président Salvador Allende. Pareil, sa famille, enfin en tout cas son frère, a été approchée par la junte militaire de Pinochet, donc elle a dû fuir le Chili de l'époque et arriver aux États-Unis. Enfin, elle est déjà passée par le Canada pour arriver aux États-Unis. Et enfin, le troisième personnage, c'est Richard Brossmaster, qui est lui sexagénaire, solitaire, il vit tout seul. Il est également prof de lettres dans la même université que la dame chilienne. Et en fait, ces 3 personnages qui n'ont pas grand-chose en commun, si ce n'est que les 2 plus âgés se logent dans le même immeuble, vont se retrouver un soir de tempête de neige à New York, embarqués dans une folle épopée, une folle aventure à bord d'une voiture dans laquelle se trouve
un corps dans le coffre. Et donc voilà, c'est un peu cette réunion improbable entre trois personnages autour de quelque chose de tout à fait sordide également. Ils empruntent une voiture dans laquelle il y a un coffre et ils essayent de cacher le coffre. Et de fait, par la réunion de ces trois personnages et cette espèce de folle aventure dans l'état de New York, on va en apprendre un peu plus sur chacun des personnages, sur la vie au Guatemala, la vie au Chili, la vie passée de Richard Brossmaster, et comment ces trois personnages arrivent à faire équipe. J'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est un peu un petit côté cinématographique, fait de pas mal de flashbacks. J'ai trouvé que l'écriture était, elle, un peu désuète, tout est au discours rapporté. Voilà, quand on est dans un flashback, c'est assez daté, je trouve, comme expérience de lecture. Pour autant, ça m'a pas du tout gâché le plaisir. C'était vraiment très bien fait, c'était maîtrisé, c'était pas trop lourd. Le roman fait 400 pages, à peu près un peu moins de 400 pages, et je trouve que tout est savamment dosé pour qu'on ne s'ennuie pas, que l'histoire dans le présent avance et qu'en même temps on en apprenne plus sur les trois personnages. C'était une excellente découverte que Plus loin que l'hiver d'Isabelle Allende. Ça nous permet d'apprendre des choses sur le Guatemala et le Chili en l'occurrence, parce que j'avoue que tout ce qui était coup d'état de Pinochet, j'en avais vaguement entendu parler, enfin je crois qu'à l'école on nous en parle, mais c'était plus très frais dans ma mémoire, et pour le coup ça m'a poussé à faire quelques recherches et à écouter un podcast très intéressant sur France Culture, que je vous mettrai quelque part s'il est encore disponible, sur des personnes encore vivantes qui ont vécu le coup d'état de Pinochet dans les années 70. J'ai lu chez l'Iconopop ces deux recueils, donc Yoko Ono de Julia Kerninon et Chose dite de Nancy Houston. Je vais commencer par Nancy Houston. Je n'ai jamais lu l'autrice, donc je ne connais pas sa fiction et sa prose. Je crois que c'est même le premier recueil de poésie. J'ai mis quand même beaucoup de post-it. C'est l'histoire d'une relation, c'est ce qui est bien, c'est ce que j'aime chez l'Iconopop, c'est que ce sont des petits recueils qui en fait se lisent un peu comme un roman, parce que tous les poèmes sont liés les uns avec les autres et nous racontent une histoire. Là, ça nous raconte l'histoire d'une femme et d'un homme qui se rencontrent, qui vivent une relation et qui se séparent, et nous montre un peu à quel point la relation était vouée à l'échec dès le début. Enfin, premier poème, ou en tout cas dans le premier tiers, on se rend compte que voilà, cette relation n'ira probablement pas loin, et on voit comment elle se défait au fur et à mesure des différents poèmes. C'était très joli, très doux et très facile à lire, donc encore une fois c'est ce pourquoi j'aime l'Iconopop, c'est que ça permet d'appréhender la poésie pour ceux qui ne la connaissent pas vraiment, et de la faire encore plus apprécier à des personnes qui la connaissent, car c'est quand même une poésie qui est très actuelle, très simple à lire, sans pour autant être dénuée de poésie pour le coup, et de beauté. Et enfin, Yoko Ono de Julia Kerninon, c'est une monographie, alors c'est de la prose en vers, on va dire, c'est pas vraiment de la poésie, je pense pas qu'il y ait des codes précis de la poésie dedans. Ça nous raconte la vie de Yoko Ono en dehors des Beatles. Vraiment, ça s'attarde uniquement sur la vie de Yoko Ono, qui elle est, son enfance, et ce qui se passe un peu avant sa rencontre avec John Lennon. Il y a aussi la fin de sa vie, enfin en tout cas, Yoko Ono n'est pas décédée à l'heure actuelle, mais ce qui arrive après John Lennon, comment elle survit. Mais c'est vraiment une monographie de Yoko Ono. Je crois que même les Beatles ne sont pas mentionnés en tant que les Beatles, on utilise des pronoms. Pas quelqu'un que j'apprécie grandement de base, Yoko Ono. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que là on s'attarde beaucoup sur la production artistique de l'artiste, car c'est une artiste plasticienne avant tout, et sur le sens de ses œuvres, et aussi sur le fait qu'elle était quand même précurseur sur pas mal de choses dans l'art contemporain. Donc c'était très sympa. J'en garde plus grand chose de la vie de Yoko Ono à l'heure actuelle, mais ça se lit très bien et j'avais bien aimé quand je l'ai lu. Ensuite, celui-ci ça va aller très vite, j'aurais pas grand chose à vous dire. Stefano Benni, Le bar sous la mer, que j'ai abandonné à 60 pages sur 240. J'ai abandonné assez rapidement, mais je pense que, même je suis presque certain que je n'y retournerai pas. On va suivre un jeune homme, en fait il y a un vieil homme qui se jette à l'eau, comme si c'était un suicide, et un gars qui se promenait là dans le coin va suivre cet homme parce qu'il a peur que cet homme meure, voilà, donc il saute dans l'eau pour essayer de le rattraper, sauf qu'il voit que l'homme nage très bien, qu'il se rend à un endroit précis sous la mer, il le suit, et en fait il rentre dans un bar dans lequel il y a une femme qui ressemble à Marilyn Monroe, un homme qui ressemble à Victor Hugo, etc. Et chaque personnage va raconter son histoire, enfin pas son histoire, mais une petite histoire, donc c'est des chapitres d'une dizaine de pages où c'est chacun qui raconte son histoire. J'ai dû en lire 2 ou 3, et en fait, alors on est totalement dans le registre de l'absurde, c'est des histoires qui sont absolument fantastiques, mais sordides, absurdes, c'est le mot, et je ne comprenais strictement rien. Mais voilà, c'était des trucs totalement aberrants, qui n'allaient nulle part, vraiment je voyais absolument pas le lien avec le schmilblick, et
Je prenais aucun plaisir à le lire, c'était pas spécialement divertissant, donc comme je n'avais aucun plaisir, j'ai abandonné. Ensuite, tant qu'on est dans les abandons, j'ai abandonné La fille qui se noie de Kathleen R. Kiernan. Franchement, c'est rare que j'abandonne des livres, et là j'en ai abandonné 2 en un mois. Je l'ai dit, chez Albin Michel Imaginaire. C'est un service de presse et je n'ai aucun scrupule à l'abandonner car vraiment je n'ai pas apprécié cette lecture. On va suivre India Morgan Phelps qui est une jeune femme dont la mère et la grand-mère se sont suicidées et elle vit donc seule avec sa maladie car India Morgan Phelps est schizophrène. Je le mentionne car ce n'est absolument pas mentionné dans le résumé d'Albin Michel. Ce roman a déjà été édité chez Panini il y a une dizaine d'années et c'était mentionné dès les premières lignes du résumé. Et pour le coup, quand on commence le roman, on nous le dit directement que cette jeune femme est malade et atteinte de schizophrénie. Pourquoi ça m'a pas plu? Parce que vraiment, alors la schizophrénie prend beaucoup de place dans le roman et moi c'est pas vraiment un thème qui m'intéresse spécialement en littérature et là on va être avec un personnage qui souffre de cette maladie et donc avec un récit qui est vraiment totalement déconstruit, qui nous perd très vite parce qu'elle nous raconte des choses en nous disant en fait je ne sais pas si c'est vrai, si c'est moi qui ai vécu cette histoire mais bon je vais quand même vous la raconter et après elle raconte la même histoire d'un point de vue totalement différent et elle dit mais en fait c'était peut-être celle-ci la vraie histoire et c'est peut-être vraiment comme ça que se sont déroulés les événements à moins que ce soit comme ça que ça se soit déroulé. Et à chaque fois qu'il se passe une action, on nous met le doute si c'est vrai ou si c'est pas vrai. J'ai tenu 100 pages, une centaine de pages, avant de me rendre compte que ça me perdait trop. Il y avait des rencontres qui se faisaient, des personnages. Elle accueille une jeune femme chez elle, de laquelle elle tombe amoureuse. Donc il est question d'amour lesbien. Et je sais pas, c'était trop flou. Moi, ça a été trop déstabilisant pour moi. Peut-être que ça pourra plaire à d'autres personnes. Pour ma part, tout ce qui est un peu labyrinthe de l'esprit, comme labyrinthe Backrooms, là, comme dans le Pumpkin Autumn Challenge, par exemple La Maison des Feuilles, typiquement, c'est un roman qui, moi, m'a pas spécialement intéressé et qui m'a pas spécialement plu. J'ai l'impression que j'ai retrouvé un peu de ça dans ce bouquin, et c'est ça qui m'a dérangé, parce que c'est quelque chose que je n'aime pas. J'ai cru voir par la suite qu'il y avait beaucoup de changements de police et de typographie. Je crois qu'il va y avoir, voilà, c'est ça, un roman dans le roman. Alors si vraiment vous aimez, il y a même des passages de texte qui sont carrément rayés. Je vois qu'il y a un endroit où il y a beaucoup de notes de bas de page. Je pense qu'on est typiquement dans le même genre que La Maison des Feuilles, avec des récits dans le récit qui s'imbriquent, qui sont la vérité, qui sont peut-être pas la vérité. Je sais qu'il y a un public pour ce genre de livre. Moi, je ne suis pas la cible et malheureusement, je trouve que ce côté récit dans le récit et labyrinthe de l'esprit, labyrinthe narratif n'est pas du tout mis en avant dans le résumé de chez Albin Michel. On met beaucoup plus en avant le côté qu'on est dans un roman gothique contemporain, et en fait, moi, je l'ai pas vraiment retrouvé ce côté gothique contemporain dans le début du livre, donc voilà, ça m'a un peu l'impression d'avoir été trompé. Je vais pas pleurer parce que j'ai reçu le livre gratuitement, donc d'un côté, j'ai pas mis 23 € dans ce livre, mais voilà, j'ai quand même perdu un peu de temps à lire ces 100 premières pages. Rapidement, parce que je vous en ai déjà parlé en vlog, j'ai lu Last Call de Helen Green, qui est une enquête sur un tueur en série qui tuait des hommes homosexuels dans le New York des années 90, au début des années 90. C'est une enquête pas tellement policière, car Helen Green n'est pas policier, il est juste journaliste. On a le fin mot de l'enquête, hein, on sait qui est le tueur en série, et on le sait à la fin du bouquin. Donc on n'essaie pas de résoudre quelque chose qui n'a pas été élucidé. On essaye surtout de nous donner un point de vue de la situation politique et de la situation des forces de l'ordre dans ce New York des années 90, et notamment de l'homophobie ambiante qui y régnait. C'était une excellente lecture pour ma part. C'est un travail de recherche qui a été très approfondi par Helen Green. C'est très bien fait. La narration est excellente également parce qu'on s'attache sur les différentes victimes, on en apprend un peu plus sur leur vie avant d'apprendre comment elles ont été tuées, démembrées. Le côté sociétal est savamment dosé avec le côté un peu enquête policière. J'ai trouvé que c'était bien fait, qu'il y avait un certain équilibre qui permettait au lecteur de ne jamais se lasser tout en apprenant des choses. Ne peut que vous le recommander, c'est publié chez Sonatine au prix de 22,50 €. C'est assez cher parce que le roman ne fait que 300 pages, enfin l'enquête ne fait que 300 pages, mais pour le coup c'est un roman que je vais garder, un livre que je vais garder dans ma bibliothèque, donc ça ne me dérange pas, et surtout je l'ai pas payé, je l'ai reçu par Sonatine. Dans des romans que je vous ai parlé également en vlog, donc je vais aller très vite, Cascade de Craig Davidson, publié chez Albin Michel dans la collection Terre d'Amérique au prix de 21,90 €. C'est un recueil de 7 nouvelles qui se passent toutes dans la ville de Cataract City. En flirtant un peu sur le Goodreads de l'auteur, en tout cas sur la page auteur sur Goodreads de Craig Davidson, j'ai l'impression qu'il y a un roman qui s'appelle Cataract City et donc qui se passe dans la ville
dans laquelle se passent les short stories, les nouvelles de Cascade. Pas du tout besoin d'avoir lu Cataract City pour commencer Cascade. En fait, ce sont juste des nouvelles qui se passent dans la même ville. C'est une ville du sud du Canada, au niveau des chutes du Niagara. Une ville assez reculée, une ville assez pauvre, une ville un peu crasseuse, je pense anciennement industrielle et qui ne l'est plus vraiment, où le seul attrait touristique est la promiscuité avec les chutes du Niagara. Donc on va être dans des nouvelles avec des personnages pas forcément reluisants, des personnages pas forcément très riches, pas forcément très cultivés. C'est des nouvelles en fait qui se concentrent sur des instants de vie dans lesquels tout bascule, des instants de vie qui remettent tout en question, si bien la vie que la mort, que l'amour, que voilà. C'est une décision qu'on peut prendre à un instant dans notre vie et qui va tout bousculer, ou alors quelque chose qui intervient, une catastrophe climatique, un incendie, un accident de voiture, et qui va voilà, bousculer notre vie du jour au lendemain. On va s'attacher sur le moment où la catastrophe ou l'événement intervient, et en même temps sur ce qui survient après cet événement ou cette catastrophe. J'ai trouvé que c'était très fin, que c'était très bien écrit, que l'écriture permettait d'être au plus proche des personnages. Ce sont des nouvelles où, je vous préviens, où on n'a pas toujours une explication à la fin, ou en tout cas on n'a pas toujours une résolution très nette et précise de comment se termine cette nouvelle. Mais ça m'a pas dérangé, je trouve que c'est quand même une preuve de générosité de l'auteur qui nous dit bah voilà, c'est comme ça que moi j'imagine l'histoire, c'est comme ça que j'imagine les personnages, et maintenant je vous laisse vous faire votre fin à cette nouvelle. On n'est pas totalement perdu, on a des éléments de réponse, on sait le global en gros de la nouvelle, et il y a quand même une petite part de mystère, une petite part de fais-en ce que tu veux, c'est à toi qui survient, et ça je trouve ça très fin parce que on a suffisamment d'éléments pour apprécier la lecture et suffisamment de marge de manœuvre pour se l'approprier. Donc c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'ai lu Une clarté dans le lointain de Judith Herman chez Albin Michel, qui est paru là, le 2 novembre je crois, au prix de 19,90 €. C'est une courte histoire, enfin un court roman de 200 pages tout pile, qui nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui... ça se passe en Allemagne, c'est de la littérature allemande, pardon, qui du jour au lendemain quitte sa vie dans une usine de cigarettes et qui va vivre au bord de la mer du Nord, plus précisément, pour aller dans le village où son frère tient un bistrot, et en gros elle va travailler comme serveuse dans ce bistrot. Ça commence comme beaucoup de romans feel-good, où on est avec une jeune femme qui quitte tout du jour au lendemain pour aller s'installer dans une petite bourgade reculée dans laquelle elle va trouver l'amour. On a tous ces codes du roman feel-good, comme la petite boulangerie du bout du monde, le truc du cupcake café ou d'une librairie, un peu aussi les gens heureux lisent et boivent du café, de Agnès Martin-Lugan, pour avoir une rêve française par exemple. On a tous ces codes-là, mais avec un côté social très fort, roman social, avec aussi une lourdeur très présente. Je vous préviens, il y a une ambiance assez lourde, c'est le mot, je vois pas autre chose d'ailleurs dans tout le roman, parce qu'on est avec des personnages pas forcément joyeux, on est avec des personnages pas forcément très gais, enjoués, qui... Voilà, là je suis vraiment en clair-obscur, ça devient n'importe quoi la luminosité dans cette vidéo. On est voilà avec ces personnages antipathiques, et pour autant, on se met à les apprécier. Dans un roman feel-good, par exemple, le personnage va tomber amoureux du voisin très sexy. Là, le voisin, il est éleveur de porc ou... Oui, si, éleveur de porc. Il a un élevage industriel, donc c'est vraiment pas le truc glamour, c'est même le truc pas très éthique non plus. Cet élevage industriel, enfin agroalimentaire, de porc. C'est un roman très mélancolique, très froid, qui permet de se poser des questions sur les nouveaux départs, sur les changements radicaux de la vie, sans être cucu et tomber dans le cliché forcément. Donc c'est, je trouve, le roman anti-feel-good par excellence, mais qui, ça m'a pas mis en PLS, ça m'a pas fait chialer ou vraiment mis dans un mauvais mood, mais ça m'a fait poser pas mal de questions et j'ai plutôt apprécié, et je me plais à le dire, mais je découvre de plus en plus la littérature allemande contemporaine et j'y prends énormément de plaisir. Par la suite, je crois que je l'ai lu à cheval sur septembre et octobre, ou peut-être sur tout le mois d'octobre, j'ai lu cette pavasse qui est Les Effinger de Gabriel Tergit, que j'ai terminé
la semaine dernière je crois, qui est sous-titré Une saga berlinoise, les Seefinger, une saga berlinoise, qui nous raconte la vie de deux familles, de la bourgeoisie juive, de la noblesse juive berlinoise, sur la fin du 19e siècle, donc à partir des années 1870, jusqu'à tout de suite l'après-guerre, en gros 1948. Le roman se termine en 1948, mais en fait ça se termine plus ou moins au moment de l'accession d'Hitler au pouvoir, ou en tout cas juste après l'accession d'Hitler au pouvoir. La partie sur la Seconde Guerre mondiale est peu détaillée, donc sur la fin du 19e et la première moitié du 20e siècle. J'ai adoré ce bouquin qui est une mine d'informations sur cette population juive berlinoise du 20e siècle, 19e, 20e siècle, qui est une diaspora que moi je ne connaissais pas du tout. Enfin une diaspora, même pas, hein, ce sont des personnes qui sont pour la plupart nées en Allemagne, donc sur ce groupe de personnes religieuses habitant l'Allemagne à cette époque que je ne connaissais que très peu. On va suivre en gros le destin de deux familles qui ont chacun 5 ou 6 enfants, et certains de ces enfants vont se mettre en couple. En gros, principalement, il y a 2 sœurs et 2 frères des deux familles qui vont se mettre en couple et qui vont fonder une usine de vis dans un premier temps, qui par la suite deviendra une usine de voitures, les voitures Effinger. Donc on va suivre tout ce qui est évolution économique de cette époque-là, les différents courants de pensée économiques et politiques, le communisme, le libéralisme, les sociodémocrates, la révolution en Russie par exemple. Et comme on va commencer avec les grands-parents, puis ensuite on va être avec les parents et enfin les petits-enfants, on va suivre les 3 générations, la vie sur 3 générations, on va également avoir les confrontations d'idées entre ces 3 générations-là, comment les plus jeunes sont beaucoup plus enclins à être socialistes ou même révolutionnaires et communistes, et comment les plus âgés, eux, sont vraiment empêtrés dans ce carcan allemand germanique de la fin du 19e siècle, où on idolâtre Bismarck et toute son influence, comment on idolâtre un peu cet empire allemand, comment surtout les personnages étaient très engagés dans la Première Guerre mondiale et beaucoup moins dans la Seconde Guerre mondiale, de fait qu'ils étaient juifs. Enfin, c'est vraiment un énorme panorama sur la société allemande de cette époque, que j'ai beaucoup apprécié parce que hyper facile à lire, mais hyper fluide. J'ai trouvé que c'était très contemporain dans la façon d'écrire. Le vocabulaire est tout à fait accessible, il n'y a pas vraiment de passages chiants. Pas une seule fois je me suis ennuyé. J'ai eu du mal à y retourner parfois parce que je n'aime pas du tout faire traîner ma lecture et qu'on est quand même sur, je vous le dis, 1000 pages. 1000 pages d'un grand format, d'un bouquin qui est très long en hauteur et dont l'écriture n'est pas si grosse que ça, donc c'est vraiment 1000 pages que tu sens passer. Et donc je l'ai fait traîner sur un mois, et c'est sûr qu'au bout d'un mois, je perds de l'intérêt dans ma lecture parce que j'ai l'habitude de lire vite et de changer d'histoire régulièrement. Mais sinon, si vous aimez bien être plongé dans une histoire longuement, c'est parfait parce que j'en ai mal au dos de le tenir, parce que c'est vraiment très immersif. On se perd parfois dans la famille parce qu'on est avec 2 grandes familles, donc il y a quand même un arbre généalogique qui est présent au début, qui nous permet de nous remettre les idées en place, mais par contre qui est un peu spoilant parce qu'on a les dates de naissance et les dates de mort des personnages, plus leurs unions. Dépendamment de où on est dans la lecture, on ne sait pas encore qui se marie avec qui et qui est mort à quel moment, quoi. Mais en tout cas, excellente découverte que cette autrice, qui, oui je dis que c'est très contemporain, c'est pas du tout un roman contemporain, hein, c'est un roman qui a été écrit je crois dans les années 1950, qui a été longtemps oublié et réédité dernièrement, mais voilà, c'est pas du tout un roman récent. C'est génial, franchement c'est génial, on est beaucoup dans du discours, on est beaucoup dans de l'action, tout en alliant réflexion, comme je vous le disais, politique, idéologique. Donc excellente lecture que je ne peux que vous recommander. J'ai particulièrement aimé la fin parce que voilà, j'avais peur qu'on tombe dans l'enfer des camps de concentration, qui est encore une fois moi un genre, enfin un thème en littérature qui ne m'intéresse pas vraiment, l'enfer de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait pas du tout. Alors sans que ce soit éclipsé, je trouve que l'autrice arrive à utiliser des subterfuges qui permettent de mentionner ce qui se passe pour les juifs à cette période, ce qui se passe pour les homosexuels, les handicapés, enfin bref, principalement les juifs parce que nos personnages principaux sont juifs, mais on sait ce qui se passe, on sait comment Hitler arrive au pouvoir, on sait comment la politique se met en place, comment la machine de guerre se met en place.
sans s'attarder sur toutes ces horreurs et ces exactions. Bah évidemment, il y a des personnages qui sont morts, ça je vous l'apprends pas parce qu'on est quand même avec une grande famille où il y a une vingtaine de juifs dedans, donc forcément, il va y avoir des morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette fin est douce et ne m'a pas... Enfin, si, m'a ému, mais m'a pas ému par du sensationnalisme. Elle m'a ému parce que l'autrice arrive à aborder ça avec un œil différent de ce à quoi on pourrait s'attendre. J'ai lu Le café où vivent les souvenirs de Toshikazu Kawaguchi, publié chez Albin Michel, qui est en gros la suite de la saga Tant que le café est encore chaud, Le café du temps retrouvé, le tome 2, et donc Le café où vivent les souvenirs pour le tome 3. Les deux premiers romans, les deux premiers tomes se passent à Tokyo, dans le café Funikuli Funikula, et là dans ce troisième tome, on nous dit que l'intrigue se passe dans le café Donadona, sur le flanc du mont Hakodate. Comme je n'avais pas lu les deux premiers romans, mais qu'on nous dit que nous sommes avec des nouveaux personnages dans un nouveau café, je me suis dit que ça ne posait pas de problème qu'on allait être dans un nouvel arc narratif, dans un nouveau lieu, avec des nouveaux personnages, donc voilà. Je dois vous prévenir que c'est tout à fait lisible si vous n'avez pas lu les deux premiers tomes, car moi-même je n'avais pas lu les deux tomes et je suis allé au bout de celui-ci. Pour autant, je pense qu'on perd un peu en compréhension, car on est quand même avec des personnages qui sont en lien familiaux avec les personnages des deux premiers romans, et ces liens ne sont pas forcément expliqués, c'est balancé comme ça à la volée. Les personnages ne sont même pas décrits, on ne sait pas qui ils sont, donc je me doute que ça doit être expliqué dans les deux premiers tomes, car on est dans ce café, c'est un café où le principe est simple, en fait il y a une place très particulière, à laquelle on peut boire un café, et tant que ce café est encore chaud, voyager dans le passé uniquement, ou dans le futur et le passé, je sais plus, enfin en tout cas on peut voyager dans le temps, en gros pendant 15 minutes. Les seules règles sont que on doit revenir avant que le café ne refroidisse, sinon nous serons bloqués dans cette époque. On doit pas bouger de la table et de la chaise du café Donadona, et on ne peut pas changer le cours des choses. Peu importe ce qu'on fera, ça ne changera pas le cours des choses dans tous les cas. Ces règles sont connues des gens qui visitent le café, les gens savent qu'ils peuvent voyager. Pour autant, pas grand monde ne le fait parce qu'on sait que ça ne changera rien. Ce sont des voyages dans le temps qui ne permettent pas de modifier le cours des choses. On va donc suivre la personne qui tient le café avec sa petite fille, avec un ou deux clients réguliers. En fait, c'est hyper flou les personnages pour moi parce qu'on ne nous les décrit pas, on ne sait pas qui ils sont. Leurs noms et leurs prénoms sont balancés comme ça de façon récurrente sans même qu'on nous dise ce qu'ils font ou quel âge ils ont. Donc c'est un peu compliqué de visualiser et de retenir les personnages. Et en gros, on va suivre la vie de 3 ou 4 clients qui eux vont décider de voyager dans le passé. Et c'est un peu des prétextes à du développement personnel. Là, c'est quand même des gros sabots. Il n'y a aucune subtilité dans ce texte. C'est pour ça que je n'ai pas apprécié cette lecture. C'est que on est avec typiquement les phrases un peu motivantes qu'on retrouvait sur Facebook il y a quelques années ou qu'on retrouve encore sur les Facebook de nos mamies ou de nos tatas. Ces petits trucs qui sont en mode souris, la vie te sourira, il ne faut pas avoir des regrets, blablabla, blablabla. Chaque voyage dans le passé est un prétexte à balancer une petite phrase comme ça, à nous expliquer ce qu'il faut faire dans nos vies pour que ça aille mieux. Donc vraiment, j'ai pas apprécié, j'ai pas adhéré par le manque de subtilité, par les répétitions. Ce bouquin ne fait que se répéter. Autant il y a des choses où on comprend pas parce que c'est pas du tout explicité, qu'on sait pas qui fait quoi, qui est qui, et autant des choses totalement insignifiantes, ou alors que moi j'ai trouvé insignifiants, sont répétées à outrance, mais 2-3 fois. Il y a un personnage qui lit un bouquin, c'est genre, je sais même plus comment ça s'appelle, mais les 100 questions qu'il faut se poser dans sa vie, c'est un espèce de livre comme les 5 années de réflexion ou je sais pas quoi. En gros, tu as 100 questions avec différentes réponses et tu dois faire des choix un peu cornéliens. On est avec un personnage qui a ce livre-là dans le café, qui les lit à voix haute pour que chaque client puisse répondre et donner son point de vue sur différents sujets. Je n'ai pas apprécié, je n'irai absolument pas les 2 premiers tomes pour essayer de trouver des réponses aux choses que j'ai pas forcément comprises parce que aucun intérêt. J'ai terminé le bouquin en diagonale. Pour moi, c'est même pas un livre de ménagère, quoi. C'est vraiment... ouais, je sais pas comment ça fait pour avoir autant de succès, notamment au Japon. Je crois que le truc est best-seller, qu'on le voit partout. Moi, ça m'a même pas fait du bien. En fait, ça m'a juste emmerdé et ça m'a même énervé. Par contre, là où je n'attendais pas du tout à apprécier autant, j'ai lu Les Dames de Marlowe Enquête Mort contre Triple, qui est le premier tome d'une saga écrite par Robert Thorogood,
qui est publié là chez Point. Il y a déjà le tome 2 et le tome 3 qui sont parus, je crois que c'est chez La Martinière. On est avec 3 personnages assez différentes. Il va y avoir Judith Marlowe, qui est une vieille dame de 77 ans, qui vit seule dans une grande bâtisse sur les bords de la Tamise, mais pas la Tamise à Londres. On est vraiment dans la région de, je ne sais pas si c'est marqué, mais en amont de la Tamise, on est avant Londres, dans une petite campagne, où la Tamise est beaucoup plus petite que la Tamise que l'on voit à Londres, où c'est une Tamise beaucoup plus campagnarde, beaucoup plus douce. Enfin voilà, c'est une Tamise sur laquelle on fait de l'aviron, où il y a des clubs nautiques, où les villages vivent autour de ce fleuve, mais pas de façon économique comme ça peut l'être à Londres, mais là de façon beaucoup plus champêtre. J'ai donc déjà beaucoup aimé le lieu, le village dans lequel ça se passe autour de cette Tamise. On nous l'explique, on nous l'a décrit un peu, c'est mignonné, ça donne envie d'y être, quoi, d'aller passer un petit week-end là-bas. Donc il y a Judith qui est cette vieille dame qui boit beaucoup de whisky, qui son métier est de... Enfin son métier, elle a 77 ans donc elle est retraitée, mais en gros elle écrit des grilles de mots croisés. Elle cherche des définitions, elle se creuse la tête et elle travaille pour à peu près tous les journaux anglais pour écrire ces grilles de mots croisés. On va être avec Bex, qui s'appelle en fait Rebecca, mais certaines personnes l'appellent Becky, et d'autres l'appellent Bex. Enfin voilà, c'est une phrase qui revient assez régulièrement dans le bouquin. Rebecca, qui est la femme du vicaire, du révérend, du pasteur du village. Et on va être avec Suzy, qui elle aussi est une dame plutôt âgée. Elle se situe entre les deux, elle se situe entre Judith et Rebecca. Et Suzy vit seule parce qu'elle s'est séparée de son mari et que sa fille a quitté la maison. Et donc elle survit un peu dans ce village en étant dog-sitter, elle promène les chiens de tout le monde. Un beau jour, le voisin de Judith, la vieille dame, se fait assassiner. Son voisin habite de l'autre côté de la Tamise, elle traverse la Tamise pour aller voir ce qui se passe parce qu'elle entend un coup de feu, et là elle tombe sur le corps de son voisin. Très vite elle s'immisce dans l'enquête et s'agrège à cette enquête, Suzy et Rebecca, et donc toutes les 3, elles vont mener l'enquête conjointement avec la police, car il y a également l'enquêtrice principale qui se mêle un peu à elle. Alors elle est beaucoup moins présente que les 3 femmes qui ne sont pas policières de nature, mais qui va venir de temps en temps les aider aussi, enfin c'est plutôt eux qui vont aider la police, qui patauge un peu, parce que bah, là c'est un petit village, un petit bourg assez tranquille dans lequel il n'y a pas beaucoup de meurtres, et là le voisin de Judith se fait assassiner, et très vite 2 assassinats s'ajoutent à ce mort, et donc on se retrouve avec 3 cadavres sur les bras. J'ai bien aimé, c'était frais sans être cucu, en fait c'était la principale peur que j'avais avec le Cozy Murder, c'est que ça vire dans le cucu et dans l'invraisemblance. Alors oui, c'est pas très vraisemblable évidemment, que je vois mal comment 3 femmes peuvent réussir à résoudre une enquête plus rapidement que la police, soit, mais quand on fait abstraction de cela, c'est frais, c'est divertissant, faut savoir ce qu'on y recherche, quoi. Enfin, un livre que j'aurais pu adorer et qui finalement s'est un peu cassé la gueule sur la fin, c'est 6 versions, Le disparu du Wanshire de Matt Wesolowski aux éditions Les Arènes Equinox. Je suis tombé dessus, en fait, sur une table en librairie, je l'ai pris. En rentrant chez moi, je regarde une vidéo de Séverine sur les conseils d'une amie, et je vois que Séverine a adoré ce livre. Quand je parle de Séverine, je parle de la chaîne Il est bien ce livre. Je crois que ça a été soit un coup de cœur, soit un slip d'ailleurs pour Séverine. Donc je me suis dit, putain, j'ai eu la main chanceuse car je l'ai pris totalement au hasard. Et Séverine, qui est un peu maître en la matière, a adoré, donc j'en attends beaucoup. Déjà, le procédé narratif me plaît énormément. On va être avec Scott King, qui est un podcasteur. Il a un podcast sur des enquêtes non résolues, des enquêtes de meurtre ou de disparition. Et il va dans son podcast faire 6 épisodes dans lesquels il interroge 6 témoins proches ou moins proches de l'enquête à l'époque où ça s'est passé, pour que chacun donne sa version et que l'auditeur se fasse son propre avis. Car on est avec là une enquête non résolue où dans la nuit de Noël en 1988, un père est avec son fils en voiture, il sort de la voiture pendant 5 minutes pour aller jeter un œil sous le capot. Quand il remonte dans la voiture, l'enfant a disparu. Et donc 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard, enfin en 1995, on n'a toujours aucun signe de vie de ce jeune enfant disparu, donc on le déclare décédé, et l'enquête est close comme ça en fait, sans jamais avoir eu de réponse. Donc Scott King, qui tient ce podcast, va lui interroger 6 personnes qui ont été plus ou moins proches de l'enquête pour essayer de, sinon trouver une réponse,
en tout cas se faire une avis sur les différents protagonistes. Le procédé narratif du podcast, je dois dire, fonctionne hyper bien. J'avais très peur, surtout d'un manque de profondeur, d'un manque de description ou d'ambiance. Vous voyez, je me suis dit, si on n'avait que des gens qui rapportent ce qu'ils ont vécu à ce moment-là de l'enquête, ça risque d'être assez en surface, d'être premier degré. En fait, pas du tout, l'auteur arrive quand même à coupler d'autres passages que les épisodes de podcast, ou en tout cas des passages un peu plus profonds, un peu plus denses en termes d'écriture. On n'est pas uniquement avec du dialogue ou de l'échange de paroles. La première moitié, peut-être même jusqu'au non, la première moitié, parce que le bouquin fait 260 pages, donc aussi, enfin bref, jusqu'à la page 160, je peux à peu près, environ, j'ai vraiment adoré ma lecture. Et à ce moment-là, j'ai commencé à comprendre ce qui s'était passé. J'ai cru comprendre ce qui se passait. Je pensais avoir la résolution de l'enquête, je m'étais fait une idée, une théorie, et au fur et à mesure que j'avançais à la fin du roman, je me disais que cette théorie prenait beaucoup plus de place dans ma tête et qu'elle était vraisemblablement la bonne. Je suis allé au bout du livre, effectivement j'avais raison. Et en plus du fait que, au bout de... Enfin, 100 pages avant la fin, j'avais compris le dénouement, parfois ça ne m'empêche pas d'apprécier ma lecture. Tout ce qu'il avait réussi à faire au début du roman, c'est-à-dire créer une ambiance parce que on nous balance différentes pistes qui permettent de mêler du folklore gallois, car ça se passe dans une forêt à côté du pays de Galles, des mythes et légendes qui construisent vraiment une ambiance horrifique, presque terrifiante. On est presque dans du surnaturel, enfin on sait pas si c'est du surnaturel ou non, on a des doutes. Donc, au début de ce roman, on est vraiment sur nos doigts de pied, on sait pas trop où on va. On y va doucement parce qu'on a peur d'ouvrir les portes et de voir ce qui s'y trouve derrière. Et j'ai trouvé que toute cette attention qu'il avait dans l'écriture, dans la création d'une ambiance et des personnages, se cassait un peu la gueule sur la fin. Une fin qui est un peu moins maîtrisée, qui s'embourbe et qui s'enlise un peu avec un thème qui est très important, enfin un sujet très important, qui prend beaucoup de place, et peut-être un peu trop de place, non pas qu'il faudrait occulter la chose dont il veut parler, c'est un peu obscur, mais bon, c'est un thriller polar avec enquête, je peux pas faire des grandes révélations, parce que ça serait vraiment spoilé, et qu'on s'appesantit trop sur ça, et ça bouffe totalement la fin du roman. Pour moi, la fin du roman est un peu étouffée par l'écriture qui se casse un peu la gueule. Et la construction et le rythme qui perd beaucoup en rythme. Donc je suis un peu déçu parce que vraiment j'ai adoré et j'étais à deux doigts de commander les 2 premiers tomes. Et là du coup j'ai un peu plus de réticence. Alors les bouquins ne sont qu'à 14,90 €, c'est pas si cher. Je pense pas du coup dépenser 30 balles dans les 2 premiers tomes parce que je suis un peu... Je suis resté sur ma faim, malheureusement. Que si j'avais pas découvert le poteau rose à 100 pages de la fin, la construction et l'apesantissement de l'enquête et le ralentissement de l'enquête sur la fin m'auraient moins dérangé, parce que j'aurais sûrement été dans une lecture un peu plus active de recherche que ce qui m'est arrivé où j'étais un peu plus passif sur la fin, car j'étais persuadé de la fin, de la conclusion de cette histoire. C'est quand même assez émouvant, hein. L'histoire, c'est un sujet qui est assez grave même d'ailleurs, qui est abordé par l'auteur, et je trouve qu'il est plutôt bien abordé, même si pour moi, en termes d'écriture, c'est un peu moyen sur la fin. C'est tout pour ce point lecture qui doit être, mais terminable. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo. Si vous avez envie de discuter, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez envie de la faire voyager, vous pouvez la partager. Et je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes, et d'être heureux.